dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Un campement Rom entièrement détruit par un incendie à Marseille. Aucune victime à déplorer, mais la question Rom s'invite à nouveau dans la campagne des municipales. Dans le Gard, les militants du 503e régiment du train de Garon partent pour le Mali. Au total, ce sont 350 militaires qui constituent le bataillon Camargue. À Montpellier, la fusion des facultés est en marche. Les universités Montpellier 1 et 2 mutualisent leurs moyens et évoluent progressivement vers une gouvernance commune. Et puis, plus besoin de bouger de chez soi pour admirer la bonne mer. On peut maintenant visiter Notre-Dame de la Garde sur son hauteur. On commence donc avec cet accident qui n'a pas fait de victimes mais qui aurait pu être bien plus grave. Hier, un incendie a complètement détruit le campement de Rom de Cap-Pinède dans le 15e arrondissement de Marseille. Une nouvelle fois, c'est la question des conditions de vie de cette population qui est posée en pleine campagne des municipales. Marguerite Kioch. De cette baraque qui abritait une famille, il ne reste que des cendres. D'après l'enquête, le feu aurait pris à cause d'un de ces systèmes de chauffage, des campements dangereux et insalubres. C'est ce qui a poussé la mairie de Marseille à assigner la préfecture des Bouches-du-Rhône en justice pour ne pas avoir encore expulsé 3 campements marseillais. Pour Valérie Boyer, cette population n'a pas vocation à rester ici. Quand on vient dans un pays, c'est parce qu'on est là pour respecter les us et les coutumes de ce pays, pas pour occuper illégalement des terrains. Voilà, ça c'est la première chose. Et nous, en tant qu'élus à Marseille, nous ne pouvons plus tolérer le fait que la préfecture, qui a des ordonnances d'expulsion, ne les fasse pas exécuter. La préfecture répond qu'un travail social est en cours pour trouver des solutions durables pour les familles concernées. Car comme le répètent sans relâche les associations, quand les Roms sont chassés, ils se réinstallent un peu plus loin. À gauche de l'échiquier politique, on prône plutôt l'intégration. Vu le nombre de familles roms qu'il y a à Marseille, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Il faut à la fois trouver des solutions durables dans les logements tous pour ces familles-là, mais je ne les oppose pas au règlement de familles qui sont aussi dans l'insalubrité, dans la difficulté. Il faut traiter ces familles-là avec les autres familles qui sont dans des situations d'extrême pauvreté, d'extrême précarité. Patrick Menucci propose un objectif chiffré, 500 à 600 Roms socialement accompagnés. Le candidat socialiste précise que les autres municipalités du département devront aussi prendre leur part. Quant aux familles de Cap-Pinède, elles sont hébergées à l'hôtel pendant quelques jours avant de retrouver la rue et d'établir sans doute un nouveau campement, peut-être ici à nouveau ou ailleurs dans Marseille. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-34 avant le premier tour des élections municipales, une campagne que vous pouvez suivre tous les jours sur les antennes de TV Sud et LCM. Aujourd'hui, Pape Diouf a levé une partie du mystère qui entourait sa candidature à Marseille. Principale nouveauté, l'ex-président de l'OM ne fera pas d'alliance avec le Modem et il compte être tête de liste dans le 7e secteur. Les explications de Romain Péric. Ce matin, Pape Diouf présenta enfin sa bande pour les municipales 2014. Des listes conduites par un homme et une femme, la plupart issus du monde associatif ou déçus des autres partis, marseillais natifs ou d'adoption. Mais seulement à 4 semaines du premier tour, ce groupe a pu être qualifié d'amateur. Si on considère que l'inexpérience et l'amateurisme, c'est une manière de rentrer dans les querelles de chapelle. C'est de parler d'abord des tiers, des quarts. C'est chercher à faire dans la politique partisane, que ceux qui le disent lèvent un peu le doigt et nous montrent ce qu'ils savent faire eux, à part, j'allais dire, de pousser des piaillements offusqués. Une chose sûre, l'idée de l'alliance avec le Modem ne se fera pas. Les listes de Pape Diouf, je l'ai dit à Pape quand j'ai rompu notre mariage, je lui ai dit bonne route, je ne crois pas à l'émergence de listes citoyennes étiquetées comme cela sur Marseille aujourd'hui. Sans étiquette, mais n'empêche pas les membres de changer la donne, de se lancer à cœur joie dans cette campagne. Avec un grand plaisir que nous vous offrons, n'est-ce pas, cette belle carte postale qui va changer le visage de la politique marseillaise. Distribution de tracts et signatures d'autographes, l'ancien président de l'OM, classé plutôt à gauche, quant à lui, se présentera dans les 13e et 14e arrondissements. Historiquement, un territoire où le Front National obtient
obtient les scores les plus élevés. L'élu PS Samia Ghali en appelle donc au rassemblement pour ne pas voir le 7e secteur tomber dans les griffes du Front National. Samia Ghali peut faire le communiqué qu'elle veut, ça n'engage qu'elle, et ça n'engage que ses amis. Moi, ça ne m'engage absolument rien, voilà. La machine est lancée, Pape Diouf et ses 7 mercenaires sans étiquette, seuls contre tous. Municipal à Marseille, toujours avec la visite d'Henri Guénaud. Ce soir, le député UMP des Yvelines, ex-conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, s'est rendu dans l'école de commerce et de management pour soutenir Dominique Tian, le candidat dans le premier secteur de Marseille. Une visite sur le thème filiation, famille, école, institution, où va notre civilisation, mais donc surtout pour soutenir le candidat Tian. Le problème est de savoir si ceux qui vont gagner sont capables de conserver la cohésion de Marseille, sont capables de faire encore une fois de Marseille ce grand port français sur la Méditerranée, cette grande ouverture sur le sud. Je crois que Jean-Claude Gaudin en est capable. C'est pas parce qu'il est UMP, c'est parce qu'il est Jean-Claude Gaudin. Je crois que ses coéquipiers en sont capables, pas parce qu'ils sont UMP, mais parce que ce sont des personnalités fortes, profondément enracinées, qui ont une vraie vision de leur ville et de leur ville à la fois dans la Méditerranée, dans la France et dans l'Europe. À Montpellier, à présent, l'actualité a été marquée par la dernière séance pour Hélène Mandroux. Le maire de Montpellier présidait ce soir son tout dernier conseil municipal. Une session empreinte d'émotion pour l'élu socialiste, prié de ne pas se présenter à sa propre succession par son parti. En celui, j'ai confiance pour l'avenir de Montpellier. Merci à vous tous. Bien évidemment, bon vent à celles et ceux d'entre vous qui participeront à la prochaine aventure municipale. On reste dans l'Hérault avec la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2 qui entrent dans sa phase opérationnelle. Dans un an, les deux facultés ne feront plus qu'une. D'ici là, il y a encore du chemin à parcourir. Reportage Mouadel Yakabi. On ne le dirait pas comme ça, mais l'université Montpellier 1 est en plein chantier, celui de sa fusion avec son homologue des sciences et techniques, un rapprochement essentiellement administratif, mais dont le but est de donner une plus grande visibilité à la NUM, la nouvelle université de Montpellier, c'est son nom, provisoire. Elle verra le jour en janvier 2015 avec des allures de mastodonte. Donc ce sera en fait une université d'à peu près 40 000 étudiants, 4 500 agents, 400 000 euros de budget, 70 structures de recherche, 16 composantes pédagogiques et on a à peu près l'idée que ce sera la 5e ou 6e université française. L'opération entre dans son avant-dernière phase. L'organigramme de la nouvelle entité est déjà fixé et un administrateur sera envoyé par le ministère de tutelle en septembre pour chapeauter la fusion. Reste la question de l'impact sur les étudiants. Ils vont pas voir beaucoup de changements au départ. Les changements effectifs, eh bien, ils les verront quand on leur montrera la valeur ajoutée d'une administration commune qui permettra des inscriptions plus faciles, des passerelles plus faciles entre domaines et donc de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers. Bien que favorable à cette fusion, certains étudiants de l'UM2 redoutent une harmonisation dans la politique de scolarité, compensation semestrielle, rattrapage, et ils craignent un nivellement par le bas. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait quand même des notes éliminatoires et des notes seuil à Montpellier. Et alors qu'à la fac des sciences, on a le moyen d'avoir une seconde session, par exemple. La politique de scolarité sera justement dans le champ d'action de la nouvelle présidence. Elle devrait être désignée par le conseil d'administration en janvier prochain. Direction le Gard à présent avec le départ des militaires du 503e régiment du train de Garon pour le Mali. Ils ont quitté Nîmes hier soir pour Roissy avant de décoller pour Bamako. Au total, ce sont 350 militaires qui constituent le bataillon de Camargue. Reportage Olivier Michel. C'est dans le cadre de l'opération Serval lancée en janvier 2013 qu'une cinquantaine d'hommes et de femmes du 503e régiment du train ont pris le chemin du Mali. Leur mission, assurer la logistique des forces françaises qui aident l'armée malienne à lutter contre des groupes terroristes. La logistique, c'est assurer le transport du ravitaillement, assurer la maintenance des matériels,
assurer le soutien médical. Des missions pour lesquelles les militaires du bataillon Camargue se sont entraînés avec plusieurs semaines de camp pour faire face notamment aux conditions climatiques extrêmes. La première difficulté qui a été identifiée, c'est la température qui va être saharienne, puisqu'on va avoir des pointes à plus de 70 degrés Celsius, et également tout ce que le temps, le sable, la poussière va procurer aux organismes et aux véhicules, ça va être le premier adversaire contre lequel on va devoir lutter. Engagée depuis le 11 janvier 2013 au Mali, l'armée française est dans une logique de réduction des forces. Le détachement va relever 2 unités du 503e régiment du train et hier soir, l'heure était aux au revoir. On s'y fait parce qu'on n'a pas le choix. Triste que ma femme s'en aille, voilà. Un petit peu de peur, parce qu'on va pas sur un théâtre assez facile, mais je suis bien contente de le faire. On a envie de rester quand même, mais bon voilà, c'est notre métier, c'est le cœur du métier, il faut le faire. Ça va passer vite, c'est ce qu'il faut se dire. Leur mission va durer 4 mois, une période pendant laquelle ils pourront rester en contact avec leur famille grâce à Internet, à raison de 3 connexions de 20 minutes par mois. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. Comment attirer les entrepreneurs étrangers? François Hollande a aujourd'hui annoncé une série de mesures visant à renforcer l'attractivité de la France. Un conseil stratégique de l'attractivité s'est tenu ce matin à l'Elysée devant une trentaine d'investisseurs internationaux. Tout doit être fait pour accueillir rapidement et efficacement les investissements venus de l'étranger. Parmi les principales mesures, l'Agence française pour les investissements internationaux et UbiFrance seront fusionnés. Le président de la République a également confirmé la création d'un passeport talent pour mieux recevoir les innovateurs et les créateurs étrangers. Une aide de 25 000 € sera aussi versée pour l'implantation en France des start-up étrangères. Ils ne se sont pas revus depuis au moins l'élection de François Hollande. L'ex-couple Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont prévu de se revoir le 28 février à Berlin. Une rencontre préparée dans le plus grand secret. Les retrouvailles entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy prendront évidemment une dimension particulière au moment où François Hollande se rapproche un peu des positions économiques défendues par la chancelière. L'enquête sur l'accident de ski de Michael Schumacher classée sans suite. La procédure d'enquête ouverte le 29 décembre sur les causes et les circonstances de l'accident n'a rien révélé. Dans un communiqué, le procureur de la République d'Albertville a annoncé que l'accident s'est produit en zone hors piste et que la signalisation était conforme aux normes françaises en vigueur. Dans le reste de l'actualité, plus besoin de grimper en haut de la colline pour admirer Notre-Dame de la Garde. Dorénavant, il suffit d'un ordinateur et d'une souris pour découvrir le site classé monument historique. Une visite virtuelle qui permet aussi de découvrir quelques-uns des trésors cachés de la Bonne Mère. Samia Belbachir, Julien Butner. Magie du numérique, plus besoin de se rendre à Notre-Dame de la Garde pour contempler la mythique basilique qui surplombe Marseille. Depuis quelques semaines, le site internet de la mairie propose une visite virtuelle. Je crois que la visite virtuelle a ce beau travail qui permet aux gens d'approcher les choses et puis un jour de les voir non plus virtuellement mais de les voir en réel. Regarder au travers des yeux de la Vierge, visiter la terrasse des Anges ou encore la sacristie, autant de possibilités que propose la visite virtuelle mise en place pour les 800 ans du lieu saint. Les vues à 360 degrés sont en haute définition, chaque détail est accessible, une nouvelle étape dans la modernisation de ce site emblématique. On a préparé ici l'accès à la compréhension de la basilique, par exemple en QR code, tout près. Il n'y aura plus qu'à les mettre et à les flasher. On a refait tout le site internet. On a tout, page Facebook et tout de communication. Si le dispositif numérique dispense l'épuisante montée des marches, rien ne remplace la magie ressentie sur le toit de Marseille, aux côtés de la gardienne des marins, des pêcheurs et des Marseillais. Restez avec nous dans un instant, on revient avec le journal des sports de Rudy Dahan. Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On va parler de l'OM. De l'OM qui voulait danser la samba hier soir, mais malheureusement, Brandao, donc pas de samba. Brandao, donc pas de samba, vous nous expliquerez dans un instant, mais tout d'abord on marque une pause. Depuis 150 ans, Société Générale accompagne le développement et la croissance des entreprises familiales. Un patrimoine qui se construit au fil du temps. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Pour partager et valoriser l'histoire de votre entreprise, participez à la première édition des Chaînes de la Méditerranée,
Trophée de l'entreprise familiale organisé par la Société Générale. Rendez-vous sur www.leschainesdelaméditerranée.fr. De retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Je vous rappelle les principaux titres. Et tout d'abord, un campement Rome entièrement détruit par un incendie à Marseille. Aucune victime à déplorer, mais la question Rome s'invite à nouveau dans la campagne des municipales. Quand on vient dans un pays, c'est parce qu'on est là pour respecter les us et les coutumes de ce pays, pas pour occuper illégalement des terrains. Il faut traiter ces familles-là avec les autres familles qui sont dans des situations d'extrême pauvreté, d'extrême précarité. Dans le Gard, les militaires du 503e régiment du train de Garon partent pour le Mali. Au total, ce sont 350 militaires qui constituent le bataillon Camargue. Triste que ma femme s'en aille, puis voilà. Un petit peu de peur, parce qu'on va pas sur un théâtre assez facile, mais je suis bien contente de le faire. On a envie de rester quand même, mais bon voilà, c'est notre métier, c'est le cœur du métier, il faut le faire. Ça va passer vite, c'est ce qu'il faut se dire. À Montpellier, la fusion des facultés est en marche. Les universités Montpellier 1 et Montpellier 2 mutualisent leurs moyens et évoluent progressivement vers une gouvernance commune. Donc ce sera en fait une université d'à peu près 40 000 étudiants, 4 500 agents, 400 millions d'euros de budget, 70 structures de recherche, 16 composantes pédagogiques. Et on a à peu près l'idée que ce sera la 5e ou 6e université française. Et puis, plus besoin de bouger de chez soi pour admirer la Bonne Mère. On peut maintenant visiter Notre-Dame de la Garde sur son ordinateur. Je crois que la visite virtuelle a ce beau travail qui permet aux gens d'approcher les choses et puis un jour de les voir non plus virtuellement mais de les voir en réel. Place maintenant à l'actualité internationale. L'Italie tient son nouveau Premier ministre. Sans surprise, c'est Matteo Renzi qui succède à Enrico Letta à la tête du gouvernement italien. Le maire de Florence a donc été sommé par le président Giorgio Napolitano de former un nouveau gouvernement. Matteo Renzi devient par la même occasion, à 39 ans, le plus jeune chef d'État européen en activité. La Corée du Nord, une nouvelle fois pointée du doigt par l'ONU. Ce matin, les Nations Unies ont accusé Pyongyang de crimes contre l'humanité. Le président de la commission d'enquête a comparé le cas nord-coréen à la Seconde Guerre mondiale en expliquant qu'on ne pourrait plus dire que l'on ne savait pas ce qui se passait dans ce pays. Un rapport accablant de 372 pages a donc été remis ce matin à la plus haute autorité de l'ONU afin de sensibiliser les dirigeants mondiaux sur la nécessité de protéger le peuple nord-coréen. Un avion d'Ethiopia Airlines détourné ce matin par son copilote. L'homme a profité du départ aux toilettes du commandant de bord pour s'enfermer dans la cabine de pilotage et détourner l'avion vers l'aéroport de Genève. Le pirate est ensuite descendu du cockpit grâce à une corde avant de se laisser interpeller par les forces de police suisses. Cet Éthiopien âgé de 31 ans a motivé ce geste par une fuite impérative de son pays ainsi que d'une demande d'asile politique vers la Suisse. Les premiers mineurs piégés en Afrique du Sud ont été secourus aujourd'hui. Selon les dernières informations, il serait encore près de 200 à être coincés dans cette mine d'or illégale. Les secouristes restent donc mobilisés pour tenter de sauver la totalité de ces mineurs. Le secteur minier sud-africain est par ailleurs agité depuis le 23 janvier dernier par une grève pour augmentation de salaire qui mobilise quelques 80 000 mineurs.